Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors mes meilleurs vœux d'abord pour l'année 2025, la santé surtout, et puis plein de bonnes choses, tout ce que vous avez besoin, mais bon, la santé est le principal, puis le reste après viendra naturellement ou pas. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un peu des tendances de la chaîne 2025, ce que j'envisage de faire. Ensuite, je vais répondre aux commentaires des dernières vidéos. Ça peut être intéressant, surtout aux commentaires qui sont pertinents. Et en fin de vidéo, je partagerai un vol que j'ai fait avec un A32, un baptême de l'air, avec un A32 sympa. Bon, c'est principalement pour les images de vol. Il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas réussi à exploiter beaucoup de la vidéo. Donc voilà, allez, c'est parti. Déjà pour commencer, je voulais remercier toutes les personnes sur la chaîne, les abonnés, les gens qui visionnent, qui like, etc. Merci beaucoup. C'est toujours encourageant pour la suite. Donc alors, comme je disais, pour 2025, qu'est-ce que je prévois de faire? Alors principalement, ça va être axé sur des vidéos mécanique moteur. Alors quand je dis mécanique moteur, on va parler de plein de moteurs qui sont peut-être pas connus, enfin qui sont connus et pas connus, pas trop connus en tout cas. Moi quand j'échange avec des gens, même qui sont depuis pas très longtemps dans l'ULM, qui connaissent pas spécialement, ça peut toujours être intéressant, comprendre un peu la philosophie de chaque moteur, comprendre pourquoi il marche plus ou moins bien. Donc voilà, ça déjà ça va être un premier point. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être des essais machines clients, et pourquoi pas des comparatifs entre diverses machines, le D24, mais pas que. Prochainement, d'ailleurs, j'essaye d'organiser ça, mais bon, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut que les machines soient disponibles, les personnes soient disponibles et la météo soit clémente. Donc il y a beaucoup de cases à cocher, c'est pas toujours facile. Ensuite, je continuerai un peu mon tour de France et d'Europe pour vous présenter un peu les D24 des clients, que ce soit les kits montés, les prêts à voler, etc. Avec les personnes bien sûr qui veulent bien jouer le jeu, parce que tout le monde veut pas se retrouver sur Internet, en vidéo. Donc voilà. Et ensuite, toujours l'avancée du projet des 32 qui arrive sur la fin. Je communiquerai un peu plus dessus quand on sera en fin d'essai en vol, etc. Je pense que ça sera déjà plus pertinent. Voilà, et ensuite, donc ça sera pour le planning de 2025. En introduction, réponse aux commentaires, donc ça peut être toujours intéressant que des personnes partagent leur avis, puis qu'ils comprennent un peu le but de la chaîne, l'objectif de la chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un peu aussi cette vidéo. Donc alors il y avait un commentaire, j'ai plus le pseudo sous les yeux, le Y d'admission, alors qui parlait sur la vidéo principalement du D24 de Gilles de Bordeaux. Déjà pour commencer, moi j'essaie de faire découvrir en fait ce que tout le monde un peu fait. Le but c'est de faire partager un peu ce que d'autres font, parce que sinon ça reste un peu dans l'ombre, tout le monde ne va pas communiquer sur ce qu'il fait. Donc moi mon objectif c'est un peu ça, aller voir différentes machines et puis un peu communiquer sur ce qui se fait, etc. Pour que d'autres personnes puissent voir, le maximum de personnes puissent voir, des passionnés du LM et d'autres. Donc voilà, donc du coup cette vidéo elle a fait quelques commentaires qui sont intéressants, je vais répondre principalement aux commentaires qui sont intéressants. Alors il y avait un commentaire de Bruno, je crois. Oui, c'est ça, Bruno. Donc il parlait du Y d'admission. Le Y d'admission, c'est une perte, c'est pas une perte. Moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'ailleurs que beaucoup de personnes peut-être savent pas au niveau du Rotax. Pourtant, ce qui est un peu dommage d'ailleurs là-dedans, c'est que finalement c'est comme les notices de voiture. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans les notices et puis les personnes vont chercher les informations ailleurs alors qu'elles sont à portée de main. Donc il faut savoir sur le Rotax 912 ULS
que les 100 chevaux, ils sont uniquement avec la boîte à air. Donc après, bon, je sais pas comment l'injection LAD a été développée d'ailleurs, là-dessus, j'ai pas de remarques à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 100 chevaux, c'est que avec la boîte à air, c'est ce qu'indique Rotax, hein, donc j'ai envie de dire, il faut se référer quand même à ce que le constructeur indique. Donc bon, pour cette partie grec d'admission, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? J'ai envie de dire, tant que des tests n'ont pas été faits sur banc d'essai, c'est très compliqué de se prononcer. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la visserie, c'est le choix de chacun. On est dans l'ULM, effectivement, donc des vis qui sont traitées en surface. C'est plus dur en surface, mais pas à cœur, hein, bien entendu. Bon, après, je rentre pas non plus dans tous les détails pendant les vidéos, parce que ça fait des vidéos assez longues, hein. Là, d'ailleurs, ça va faire une vidéo qui va être assez longue. Donc, bon, c'est pour ça, des fois, c'est pas évident. J'essaie de rester dans des formats assez courts, parce qu'on pourrait développer chaque sujet assez profondément. Donc, du coup, en ce qui concerne la visserie, effectivement, donc, quand on fait un traitement de durcissement, il peut y avoir plein de traitements de durcissement. Bon, la visserie, c'est normé, hein. Il y a plusieurs normes, plusieurs classes en fonction de ce qu'on recherche. Donc voilà, bon. Après, effectivement, oui, ce que je voulais dire, voilà, j'avais perdu le fil. Dans l'ULM, chacun fait un peu ce qu'il veut. Bon, Gilles, c'est son avion. C'est ça qui est un peu sympa aussi dans l'ULM, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut, bon, dans la mesure qu'on est responsable, bien sûr, et puis qu'on soit dans les règles qui existent quand même de base. Mais à partir de ce moment-là, personne ne vous empêche de mettre un boulon. Vous avez des boulons en 8-8, personne ne vous empêche de mettre des boulons en 10-9, en 12-9, hein, voilà. Ou qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, ça c'est intéressant. Bon, Gilles, il a voulu mettre certains boulons, ça le regarde à partir du moment où la personne derrière, s'il vend sa machine, est au courant. Bon, voilà. Quid de la masse pour un 80 chevaux? Alors visiblement la masse par rapport à ce qu'il a mis avec les 80 chevaux, ça fonctionne. Bon, il faut savoir que le D24 avec 100 chevaux, c'est une machine qui décolle très court. Donc 80 chevaux, il n'y aura pas beaucoup de différence. Donc je pense qu'au niveau de la masse, il a respecté les clous, mais là encore une fois, je n'ai pas été vérifié, j'ai pas mis la balance. Le choix de l'injection est pertinent. Oui, je pense que le choix de l'injection il est pertinent dans le sens où bon, optimiser un peu les perfos moteurs, la consommation, tout ça. Donc oui, je pense pas que c'est un mauvais choix. Maintenant, encore faut-il que ça soit bien monté, et puis encore faut-il que le moteur de base soit bien utilisé, parce qu'encore une fois, il y a des paramètres au niveau du Rotax à respecter. Moi, je connais ça, j'ai volé avec certains pilotes, les paramètres, ils les respectent même pas déjà de base, que ce soit en carburateur ou ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, on a Monsieur Huchet qui nous a répondu. Ça, c'est sympa de sa part. Aucun problème de compatibilité avec les boîtiers, l'injection LAD. Donc ça, c'est nickel, merci à lui. Pixel Spot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à tous les pilotes d'avion qui préparent l'ULM qui pratiquent l'ULM comme s'il s'agissait d'un avion. On est en train de tuer le mouvement. Alors bon, déjà, je n'ai pas trop compris pourquoi il dit ça, pour remettre un peu dans le contexte. Bon, il faut savoir que le hangar sur l'aérodrome où j'ai été voir à Gilles, bon, c'est un hangar privé. Ça appartient à un privé, donc bon, j'ai envie de dire, c'est lui qui a construit son hangar sur l'aérodrome. Et ce qui tue l'ULM, j'en suis pas certain. J'ai envie de dire que heureusement qu'il y a des autorisations pour des hangars qui sont montés pour l'ULM, pour l'aviation en général, parce que justement ça permet de ramener de l'activité. Moi récemment j'étais à Tournu, c'est un aérodrome qui est assez grand par sa taille, par son nombre de hangars. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a des hangars privés du LM avec des privés qui sont rassemblés pour faire des hangars et puis mettre leurs machines et développer un peu l'activité ULM, parce que sinon l'aviation ça vole pas non plus des masses. Donc ça malheureusement c'est une réalité. Donc est-ce qu'on est en train de tuer l'ULM? J'en suis pas certain. Notre ami, en parquant votre ULM dans des hangars destinés aux avions, j'ai envie de dire s'il y a de la place. Là en fait la question de base déjà elle est mal posée. Si on a de la place pour parquer un ULM, c'est qu'il y a une place, c'est tout. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez une place, on vous autorise, je vois pas où est le problème.
en décollant ou en atterrissant depuis des pistes réservées à l'aviation. Non, encore une fois, je trouve que ça c'est faux. À partir du moment où un aérodrome, il y a une réglementation, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a une réglementation. À partir du moment où vous êtes autorisé à décoller sur un aérodrome, je vois pas où il est le problème. Je vois absolument pas où il est le problème. À partir du moment où vous avez les qualifications pour piloter votre ULM en toute sécurité et comme ça doit être fait, je vois pas où il est le souci. Ça me fait penser là à des instructeurs en particulier qui font leur formation sur des pistes assez longues. Ils entraînent leurs élèves sur des pistes très courtes, moins de 200 mètres. Aucun problème, il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est pas parce que moi je connais un instructeur qui fait donc qui dispense ses formations sur une piste de 1500 mètres. C'est pas pour autant qu'il décolle en 1500 mètres et puis quand il se pose, encore une fois, quand ils se posent, il faut qu'ils rentrent dans les paramètres. Si l'élève il va avaler 1000 mètres pour se poser, ça ne marchera pas. Donc là, c'est le travail des instructeurs qui est important, ça n'a rien à voir avec l'infrastructure. Donc je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, encore une fois, c'est son avis, je le respecte. Euh, alors après, qu'est-ce qu'il nous dit en voyageant avec votre ULM via des aérodromes, en utilisant des couloirs aériens, des transpondeurs ou même des plans de vol, vous reproduisez les pratiques de l'aviation. Oui, ben, je ne vois pas. Cela va à l'encontre de la philosophie de l'ULM qui privilégie la liberté et l'absence de contraintes. Moi, j'ai envie de répondre, qui peut le plus, peut le moins. L'ULM, effectivement, c'était la philosophie de voyager libre, mais dans voyager libre, il y a voyager. Et alors, j'ai connu beaucoup d'ulmistes qui finalement faisaient de l'ULM pour faire des tours de piste, un peu comme dans l'aviation. Et j'en connais d'autres qui voyagent beaucoup. Donc, aujourd'hui, si vous voyagez, c'est quand même mieux d'avoir un transpondeur et une radio, mais rien ne vous empêche voilà, d'éviter les zones et puis de voyager sans transpondeur. Enfin, c'est pas un problème. Mais encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que on veut, comment dire, on veut utiliser des choses pour un certain confort que ça pose un problème et que ça va embêter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je vois pas le mal. Alors ensuite, l'ULM n'étant pas certifié pour un usage professionnel en utilisant dans ce cadre ou dépasser les limites autorisées, cela revient à transformer l'ULM en aviation. C'est que, bon, ça là-dessus, j'ai envie de dire un usage professionnel. Je connais pas de personne qui utilise un ULM en usage professionnel, donc j'ai envie de dire, je vais pas répondre là-dessus parce que je ne connais pas les, non, j'ai pas de comment dire d'expérience là-dedans sur l'usage professionnel, en achetant des ULM suréquipés avec des moteurs à injection à 140 chevaux. Donc là, non, ça c'est faux d'écrire ça. Tout constructeur qui vend un ULM en France sait qu'il ne peut pas dépasser 109 chevaux pour du multi-axe en biplace. Maintenant, oui, effectivement, sur de l'autogire et de l'hélico, je crois que c'est un peu plus, mais bon, parce que forcément, ça absorbe plus de puissance au niveau des entraînements. Donc voilà. Des tableaux de bord complexes, des structures en matériaux composites qui limitent les inspections visuelles. Vous faites de l'aviation déguisée, simple et légère. Alors, le problème qu'il y a, j'ai envie de dire, l'ULM, c'est simplicité, oui, mais finalement, des fois, des choses simples, c'est compliqué d'avoir des choses simples, j'ai envie de dire. Donc, bon, encore une fois, c'est un débat qui est sans fin finalement. À partir du moment où vous avez une hélice à pas variable, un pilote auto, d'un train rentrant ou ce que vous avez envie, moi, mon avis, c'est qu'à partir du moment où vous savez vous en servir correctement, je vois pas le problème où est-ce qu'il est. Si c'est votre passion, si vous êtes passionné et que vous aimez les belles choses et vous faire plaisir, je vois pas où est le problème. À partir du moment où c'est autorisé, vous êtes dans la réglementation et vous respectez la réglementation, je vois pas où il y a un problème particulier. Donc, moi je connais encore une fois un pilote professionnel sur tour qui a une très belle machine, qui est hyper équipé. C'est un pilote professionnel, il a maîtrise parfaitement. Bon, il a fait le choix de l'ULM parce que je ne connais pas la raison, mais en tout cas, je pense que c'est un choix pertinent parce qu'il s'est fait plaisir. Et c'est une machine qu'il maîtrise. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, j'ai même envie de dire finalement, c'est assez simple de répondre à cette question, parce que quand vous regardez l'accidentologie, moi je lis pas mal de rapports du BEA, excusez-moi, mais la plupart du temps, c'est un manque de maîtrise de pilotage pur
des mauvaises décisions ou des choses comme ça. C'est pas parce que il y a une hélice à pas variable ou un train qui est pas rentré, qui est pas sorti, pardon, un train rentrant qui est pas sorti, que il y a plus de crash finalement. Souvent, c'est peut-être on veut dépasser les capacités de la machine ou ses propres capacités et c'est comme ça qu'on arrive au crash. Donc je ne suis pas persuadé que c'est la mauvaise utilisation de toutes ces choses-là qui font que, comment dire, vous allez plus aller à l'accident. Dans les clubs ULM, il ne devrait pas y avoir de chef pilote. Bon, ça, j'en suis en partie d'accord. Ça, là-dessus, je trouve que c'est très très pertinent ce commentaire. Chaque membre apporte son expérience et reste autonome dans l'entretien et le pilotage de sa machine. Alors malheureusement, encore faut-il se former, mais oui, effectivement, là-dessus, c'est clair et net. Une évolution mal orientée. Dire que l'ULM doit évoluer est une réflexion simpliste. Oui, si cette évolution consiste à copier l'aviation et ses contraintes, ça dépend le type d'évolution. J'ai envie de dire, par nature, toute chose évolue. Que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit la Formule 1, que ce soit. Enfin, l'ULM, ça reste un sport, on est bien d'accord. Donc, tous les sports sont amenés à évoluer avec le temps. Après, comment ça doit évoluer, je pense que il y a la fédération qui doit faire du travail là-dessus, il y a la DGAC qui réglemente aussi là-dessus. Donc comment ça doit évoluer, je pense que moi je n'ai pas les compétences pour dire comment ça doit évoluer. En tout cas ça évoluera, ça c'est une certitude. Donc voilà, maintenant l'évolution doit respecter ses principes fondateurs. Oui, simplicité, liberté, légèreté. Alors simplicité, c'est encore une fois, on arrive à un stade que dire simplicité, je suis pas certain effectivement que ça soit totalement respecté. Et la légèreté, ça va de soi. À partir du moment où on ne respecte pas le poids, ça ne peut pas fonctionner. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'innovation, l'avenir de l'ULM passe par l'innovation. J'ai l'impression que c'est un peu contradictoire d'ailleurs, parce que bon, l'innovation finalement, c'est l'évolution, mais qui soit orientée correctement. Le développement de nouveaux matériaux comme le carbone pour alléger les machines, oui, bon, à partir du moment où vous mettez du carbone dans un ULM et que vous l'utilisez correctement, enfin vous le mettez en œuvre correctement, le carbone, ça devient complexe, hein, on va pas se mentir, hein, donc bon, ça c'est un peu contradictoire. La création de moteurs plus performants mais légers. Encore une fois, il ne faut pas être non plus utopiste, hein. J'ai envie de dire, des moteurs plus performants mais légers, c'est compliqué à faire. Parce que plus performant, si ça sous-entend performance de puissance, bon, c'est assez facile. Mais bon, la performance, il faut qu'elle soit aussi dans la consommation. Parce que bon, si c'est pour avoir un moteur qui est plus performant mais qui consomme 3 fois plus, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc ça, c'est un défi qui est assez compliqué à résoudre. Ensuite, des designs aérodynamiques améliorés tout en respectant la philosophie de l'ULM. Bon, moi, je suis pas, j'ai pas les compétences pour savoir si on peut encore améliorer l'aérodynamisme par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc là-dessus, je pourrais pas répondre. Il ne s'agit pas d'augmenter le poids maximum. Oui, ça c'est clair. Maintenant, bon, avec l'histoire de la turbine qui a été développée pour certaines machines, bon, ils ont vu que ça rentrait pas dans les clous, ils ont fait une classe spécifique. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, si c'est pour innover. Il fait beaucoup de bruit ce sujet, mais finalement il va y avoir tellement peu de personnes que je suis pas certain que ça soit ça qui finalement ça fait plus de bruit que les faits réels, parce que bon, vu le prix des machines, je suis pas certain qu'il y ait des dizaines de personnes qui vont acheter ce type de machine, enfin des centaines plutôt de personnes qui vont acheter ce type de machine et que ça va aller partout dans les clubs. Bon, moi j'ai la chance d'aller aussi un peu partout dans les clubs. La plupart des clubs ULM, ça reste des ULM classiques comme on peut connaître, hein, des Savannah, des Skyrangers, des pendulaires, des choses comme ça, hein. Il n'y a pas des machines turbines partout. Donc je pense que ça va être assez exclusif. Donc, bon, est-ce que ça va vraiment poser problème pour tous les licenciés et puis tous les ulmistes classiques? Je ne suis pas certain. Ensuite, les pratiques actuelles des pilotes qui importent des standards d'aviation pour repousser les autorités à durcir la réglementation. Oui, ça c'est vrai, mais bon, de toute façon, on va pas se mentir, ça va dans ce sens, hein, ça va dans ce sens de plus en plus. Donc là-dessus, j'ai bien peur que malheureusement la tendance ne va pas s'inverser. L'ULM n'est pas une aviation simplifiée, quelque part si. L'ULM, ça reste, c'est un ultra léger motorisé, mais ça reste un petit avion, hein. C'est une discipline à part entière, fondée sur la liberté, la simplicité et l'innovation. Oui, l'innovation, finalement, il n'y a pas eu beaucoup. Enfin, innovation à la base, ça reste quand même
des ailes volantes où on a mis des moteurs, hein. Donc bon, ils ont réinventé ce qui a été fait au début de l'aviation finalement. Reproduire les pratiques de l'aviation certifiée. Bon, finalement, il y a un espace aérien finalement. La DGAC n'a pas fait de distinction entre finalement comme sur la route, hein, ce qui est un peu logique, hein. Je veux dire, sur la route, il y a un code de la route, il y a des spécificités que vous soyez en moto ou en poids lourd ou des choses comme ça. Mais après, le code de la route, fondamentalement, c'est pour tout le monde pareil. Bah là, dans le ciel, c'est un peu la même chose. Donc en fait, à partir du moment où vous volez, il faut respecter des règles pour la sécurité de tous. Donc on est obligé de se plier un peu aux règles de l'aviation certifiée là-dessus. C'est une certitude. Alors, donc voilà, on a fini pour celui-ci. Le moteur à injection consomme moins. Bon, ça, j'ai pas eu assez de retours pour savoir si vraiment ça consomme moins. J'ai envie de dire peut-être un peu moins, mais dire de là que c'est significatif, je ne sais pas. Les moteurs à automobile, oui, ils sont tous à injection. Bah, de toute façon, l'injection dans l'automobile, elle s'est développée. Il faut savoir, c'était plus pour une histoire de pollution que de performance. Puis d'agrément aussi de conduite, ça s'est beaucoup développé pour ça, la pollution, l'agrément de conduite, etc. Régulateur de pression d'essence, retour dans le réservoir. Donc oui, il y a un retour, il me semble qu'il y a un retour sur les deux réservoirs sur la machine agile. Bon, en tout cas, on a répondu pour la plupart de ces commentaires, hein, qui étaient assez longs et où je voulais répondre. Donc voilà pour la partie commentaires. Et puis donc n'hésitez pas bien sûr à commenter sur les vidéos, hein, à poser des questions, etc. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Plein de bonnes choses qui vont arriver pour 2025, hein, ça c'est certain. Et je vous dis, je vous laisse découvrir du coup la petite vidéo que j'ai tournée dans la 32 que j'ai pu essayer. J'ai fait un petit baptême avec cette machine qui est vraiment sympa, que je connaissais pas, la 32. Aéropract, là c'est ukrainien. Je connaissais la 22, mais la 32 je connaissais pas. Bon, vraiment une machine qui m'a surpris, des très bonnes qualités de vol. Et aussi, pourquoi m'a surpris, c'est la qualité de finition. Vraiment, c'est super, super fini, super propre. On voit que vraiment il y a une grande expertise là-dessus. Il n'y a pas de doute. Des bonnes capacités de vol, ça vole aux basses vitesses, il n'y a aucun problème. Non, vraiment, c'est une très bonne machine.
Saturday.